quelle perspective. Donc, c'est vrai, l'intelligence artificielle, c'est une évolution, il y a beaucoup de choses. Sincèrement, moi j'en utilise. J'utilise beaucoup j'utilise même dans l'architecture, parce que ça me donne des idées, je pense d'idées, me donne, voilà, j'utilise quotidiennement l'intelligence artificielle. C'est le document de professionnellement. Je vais le modifier. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est des questions de nos libertés individuelles. Comment, qui stocke nos données, qui les utilise? Est-ce qu'on ne sera pas demain, est-ce qu'on aura une liberté individuelle déjà? Parce qu'il y a la traçabilité. Avec les Jeux Olympiques 2024, je pense qu'il y avait une loi qui a été passée, non? C'est pour la surveillance par drone, les caméras qui utilisent l'intelligence artificielle comment dire le terme, pour repérer les fauteurs de troubles, entre parenthèses. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle, ça présente des avantages, que des avantages, mais pas d'inconvénients pour les luttes, pour nos droits humains et politiques, c'est vrai. Donc je laisse la parole. Vas-y, continue. Vas-y. On va couper le cycle. Alors, C'est bon, c'est bon. Voilà, donc aujourd'hui, on a Choqué à Marie. Non, Smarty. Pardon. J'aurais bien aimé, mais je n'ai pas son talent. Voilà, donc votre spécialiste en intelligence artificielle. Mais bon, Il est modeste, il se présente comme communicant, mais c'est un éminent spécialiste en intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il a été choisi. Je ne sais pas. Bon, alors tout d'abord, merci à toutes et à tous d'être présents. Merci à l'équipe de Riposte International de me faire confiance et de m'avoir donné l'occasion de traiter de ce sujet. Je m'excuse pour les quelques fautes qui se glissent sur le texte. Une version corrigée sera transmise par la suite. Et contrairement à mes habitudes, là je vais m'en tenir au texte, puisque contrairement à ce que dit mon ami Saïd, je ne suis pas du tout spécialiste de l'intelligence artificielle, bien que j'ai soumis l'idée de ce sujet lors d'une réunion de préparation. Mon intérêt était d'avoir de vrais spécialistes autour de la question. Finalement, Saïd en a décidé autrement. Donc c'est un petit exposé sur l'état actuel des choses et sur les perspectives à venir. Et je vais me tenir au texte que j'ai écrit et à la fin, je dirai les questions publiques. Donc, intelligence artificielle et droits humains, quelle perspective? L'intersection entre intelligence artificielle et les droits de l'homme constitue l'un des défis juridiques et éthiques majeurs de notre siècle. Si l'intelligence artificielle offre des opportunités d'émancipation, elle pose également des risques de dérive liberticide sans cadre adapté. On pourrait croire que l'application des 3 lois de robotique qu'Asimov avait énoncées serait la solution, mais force est de constater que la complexité du fonctionnement des IA, couplée à la difficulté de traduire en langage binaire ou algorithmique des concepts tels que humain ou encore danger, rendent la chose quasi impossible. De ce fait, posons-nous la question, quels sont les risques majeurs de l'intelligence artificielle pour les libertés fondamentales? Nous pouvons établir d'office que l'intégration massive de l'IA menace directement plusieurs piliers de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir, premier pilier, vie privée et protection des données. La surveillance de masse liée à la reconnaissance spatiale ou l'analyse prédictive restreint l'anonymat et la liberté de circulation. Deuxième pilier, non-discrimination et égalité. Les algorithmes d'apprentissage automatique reproduisent et amplifient
les biais historiques, les biais raciaux, de genre, socio-économiques, lors du recrutement ou de l'octroi de crédit ou encore de la justice prédictive. Troisième pilier, liberté d'expression et des informations. Les deepfakes, par exemple, et la génération automatisée de contenu altèrent le débat démocratique et la confiance dans l'information. Quatrième pilier, droit à un procès équitable. L'opacité des modèles algorithmiques, la boîte noire de conception des modèles algorithmiques, rend difficile le contrôle de la décision administrative ou judiciaire automatisée. Bien que cela soit effrayant, nous ne pouvons nier l'apport de l'intelligence artificielle comme levier de progrès pour les droits humains, car il faut le dire, l'intelligence artificielle n'est pas uniquement une menace, elle constitue aussi un outil de protection et d'émancipation sociale lorsqu'elle est mise en service du bien commun. Sur le tableau, on peut faire tourner un peu la page, s'il te plaît, Chris. Donc sur ce petit tableau, vous pouvez voir les différents domaines d'application et leur impact positif sur les droits de l'homme, à savoir par exemple dans le domaine de la santé, les diagnostics précoces des maladies et démocratisation de l'accès aux soins. Sur la documentation des abus, on peut parler d'analyse d'images satellites et de données ouvertes pour documenter des crimes de guerre. Et dans le cadre du droit à l'éducation, la personnalisation de l'apprentissage et l'accessibilité renforcée pour des personnes en situation de handicap. Ça, c'est à titre d'exemple. Parlons du cadre réglementaire et des perspectives d'avenir. Pour garantir que l'intelligence artificielle reste alignée avec la dignité humaine, les institutions privilégient une approche fondée sur le risque. Concrètement, cette approche se traduit sur le terrain par des exemples et des recommandations. Nous pouvons citer, à titre d'exemple concret et récent, l'adoption et la mise en place, dès 2024, de l'IA Act européen, qui est le premier cadre législatif contraignant interdisant les applications à risque inacceptables comme le social scoring et imposant une grande transparence pour les modèles à haut risque. Autre exemple, l'éthique dès la conception, en anglais Human Rights by Design, soit une obligation pour les développeurs d'intégrer l'imputabilité, la révisabilité humaine, human on the loop, et la gestion des biais dès la phase de codage. Néanmoins, la trajectoire future repose sur une gouvernance mondiale inclusive, garantissant que le progrès technologique s'articule autour des libertés individuelles sans substitution. On va y revenir. Dans ce cadre, les régulateurs mondiaux abordent la gouvernance de l'IA à travers trois philosophies distinctes. On a l'Union européenne qui se concentre sur des droits fondamentaux, les États-Unis d'Amérique sur la compétitivité et l'innovation, la Chine sur la sécurité nationale et le contrôle de l'information. Vous avez là un tableau qui récapitule les différentes obédiences et mouvements de pensée de ces différentes modes de réglementation. D'abord, on a l'Union européenne. Ce qu'on peut retenir sur l'Union européenne, c'est que c'est un modèle axé sur les droits fondamentaux. L'Union européenne privilégie le principe de précaution. L'IA Act s'impose à tout acteur proposant, déployant des systèmes d'intelligence artificielle sur le territoire européen, peu importe le siège de l'entreprise. Donc, la loi a théoriquement un effet extraterritorial. Il contraint les développeurs à prouver la sécurité de leurs algorithmes et la gestion des biais avant commercialisation pour protéger le citoyen. Alors, les biais, c'est quoi? Les biais, c'est en fait pour les IA, comme elles vont se développer et s'auto-alimenter sur des bases de données Internet, sur des statistiques. Ces statistiques comportent en elles déjà des biais sociologiques, des biais socio-économiques et autres. Et donc, l'IA ne fera que rendre ces biais encore plus présents dans son développement. Donc, il faut à chaque fois une intervention humaine pour pouvoir rattraper le gap. Aux États-Unis, donc l'intervention humaine sur les biais avant la commercialisation pour pouvoir proposer le travail. Aux États-Unis, c'est une approche pro-innovation fragmentée. Les États-Unis refusent une loi fédérale unique pour éviter de freiner leurs géants de la tech. Au niveau fédéral, l'État fédéral s'appuie sur le cadre de gestion des risques du NIST, c'est un cadre volontaire, et les régulateurs sectoriels existants, à savoir des agences comme le FTC, le FDA ou la SEC. La priorité reste
la dominance technologique mondiale. Pour les Américains, le plus important, c'est d'avoir la domination technologique sur le reste du monde. Au niveau des États dans cette fédération, en l'absence d'une loi nationale, plusieurs États ont légiféré indépendamment les uns des autres. Par exemple en Californie, au Colorado ou encore au Texas. Retenez qu'en Californie, on a la Silicon Valley, au Texas, on a de grandes universités sur la technologie, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que ces États ont des particularités sur les lois gérant l'intelligence artificielle. Et donc on a une mosaïque de règles locales, et on n'a pas une règle définie. La Chine, c'est une toute autre politique. C'est une régulation ciblée et dirigée par l'État. La Chine ne traite pas l'intelligence artificielle par un texte cadre unique, mais par une succession de décrets très stricts sur chaque brique technologique. Algorithmes de recommandation, deepfake, IA générative, etc. L'algorithme sous contrôle, les modèles génératifs doivent obligatoirement faire l'objet d'un enregistrement auprès des autorités, le CAC, avant leur mise en service. Et puis, on a le contrôle de l'information. Les sorties de modèles d'IA générative sont légalement tenus de refléter la vérité des faits définis par le pouvoir central et de se conformer à la censure nationale. Donc, pour les besoins de notre thématique, nous allons nous pencher sur le règlement européen sur l'intelligence artificielle, le AI Act, qui repose sur une approche fondée sur le risque. Son objectif principal affiché est de garantir la sécurité et le respect des droits fondamentaux tout en encourageant l'innovation éthique. Le fonctionnement global de l'IA Act. Donc, l'IA Act catégorise l'ensemble des systèmes d'intelligence artificielle selon 4 niveaux de risque imposant des obligations proportionnées à leur niveau de dangerosité potentielle. Premier niveau, le risque inacceptable. L'IA interdite. Donc, théoriquement, on ne peut pas développer ce type de modèle en Europe ou le faire commercialiser. Pratique, c'est des IA qui intègrent des pratiques menaçant directement la dignité humaine, la sécurité ou la démocratie. Elles sont formellement bannies du marché européen. L'IA à haut risque. Elles sont fortement encadrées. C'est des systèmes qui impactent la santé, la sécurité, l'accès à l'emploi ou à la justice. Ils doivent se soumettre à une analyse d'impact sur les droits fondamentaux, une gouvernance stricte des données et une supervision humaine. Le risque limité, une obligation de transparence pour ces IA-là, à savoir les chatbots, les systèmes d'IA génératifs et les deepfakes, sont autorisés mais doivent avertir clairement l'utilisateur qu'il interagit avec un contenu généré artificiellement. Et puis on a le risque minimal, dernière classification, comme les filtres anti-spam, des jeux vidéo, outils bureautiques, et cela constitue la majorité des IA, restent utilisables sans contrainte réglementaire spécifique. C'est les IA dont parlait notre ami Saïd, à savoir pour pouvoir générer un texte ou faire une présentation. Et donc, la spécificité au niveau de l'IA Act européen, c'est d'imposer une contrainte, à savoir, dans le cas du non-respect des exigences, on est exposé, les contrevenants sont exposés à des sanctions financières majeures allant jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise. Donc, on est censé avoir aussi la possibilité d'appliquer ces textes de loi en conditions extraterritoriales. Il est clair que aujourd'hui, l'application de ces textes pour l'Union européenne à l'extraterritorialité, ça risque de ne pas se faire au vu des 2 autres géants majeurs dans ce domaine-là, à savoir les États-Unis et la Chine. Donc, on a une liste exacte établie par l'IA Act des intelligences artificielles interdites et pratiques interdites. Donc, c'est dans l'article 5 de l'IA Act qui établit une interdiction stricte pour 8 familles de pratiques jugées contraires aux valeurs européennes. 1. La manipulation cognitive et comportementale, donc des systèmes qui exploitent des techniques subliminales, visuelles, auditives ou autres pour altérer le comportement d'une personne de manière à lui causer un préjudice important. L'exploitation des vulnérabilités. Les IA ciblant spécifiquement la vulnérabilité de personnes en raison de leur âge, de leur handicap ou de leur situation socio-économique pour altérer leur jugement. Sur ces 2 points, on pourrait citer par exemple l'utilisation des réseaux sociaux à des fins politiques d'extrême droite. On le voit au quotidien. Maintenant, comment prouver
que cette utilisation passe par une IA, une intelligence artificielle qui va à l'encontre de la réglementation. Là encore, on a un autre problème. Et puis, quand on utilise ces réseaux sociaux, on utilise par exemple TikTok. TikTok, c'est chinois, c'est en Chine. Allez faire appliquer ça à la Chine. La notation sociale, le social scoring, l'évaluation, le classement des personnes par les autorités publiques ou privées, donc on est toujours dans des IA qui sont considérées comme étant totalement interdites. C'est les catégories, les familles interdites par le texte de loi européen. Donc l'évaluation, le classement des personnes par les autorités publiques ou privées sur la base de leur comportement social quotidien conduisant à des traitements défavorables ou disproportionnés. Notez que depuis quelque temps, beaucoup d'associations sont en train de pointer du doigt un système utilisé par les services de la CAF pour catégoriser les citoyens. C'est du social scoring. Mais la CAF l'utilise. C'est pas officiel. Encore faut-il prouver qu'elle l'utilise et comment faire pour le prouver. Là, c'est encore une autre question. La police prédictive individuelle, les systèmes prédisant la probabilité qu'une personne commette une infraction pénale uniquement sur la base de son profilage, de sa personnalité ou de ses caractéristiques, sans fait objectif et vérifiable. Il y a eu une vidéo récente publiée par Brut qui montrait des policiers français utilisant leur téléphone personnel à l'aide d'un outil IA pour prendre les photos de personnes interpellées dans la rue, dans un quartier dit sensible, donc à savoir des personnes enfants d'immigrés, des personnes de couleur, des personnes à connotation, et les policiers ont utilisé leur téléphone. Est-ce que ces policiers ont été sanctionnés pour utiliser une IA pour pouvoir faire une reconnaissance et un recoupement de données? Est-ce que ces policiers ont été sanctionnés? Est-ce qu'ils ont été... Non, inquiétés. À ce jour, on n'a aucune nouvelle. Ça a été dénoncé, mais rien n'a suivi. Le moissonnage d'images faciales, le scrapping non ciblé, la création ou l'expansion de bases de données de reconnaissance faciale en aspirant massivement et sans discernement des images sur Internet, réseaux sociaux ou Internet en général via des flux de vidéoprotection. Donc ça aussi, c'est censé être complètement interdit. La détection des émotions sur le lieu de travail à l'école, donc l'analyse biométrique des états émotionnels des employés ou des étudiants, sauf motifs médicaux ou de sécurité strictement justifiés. Encore, c'est une brèche. La catégorisation biométrique sensible, les systèmes qui classent les individus à partir de leurs données biométriques pour déduire des caractéristiques protégées, à savoir la race, l'opinion politique, les croyances religieuses, les orientations sexuelles, etc. Et pour finir, l'identification biométrique à distance en temps réel dans l'espace public à des fins répressives, l'usage de la reconnaissance faciale en direct par les forces de l'ordre. Des exceptions très encadrées pour les forces de l'ordre sur le dernier point, à savoir l'utilisation de la reconnaissance biométrique en temps réel dans la rue n'est tolérée que sur l'autorisation judiciaire préalable pour la recherche ciblée de victimes de séquestration ou de traite d'êtres humains, la prévention d'une menace terroriste prévisible et imminente, la localisation de suspects d'infractions pénales graves comme le meurtre ou des enlèvements. Donc nous avons abordé précédemment la question de la gouvernance mondiale dans la régulation de l'intelligence artificielle, la signature d'un traité international contraignant sur l'intelligence artificielle, sur le modèle du traité de non-prolifération nucléaire ou des traités de l'OMC, se heurte à des verrous structurels majeurs partagés entre rivalité géopolitique et impératif économique. 1. Obstacle géopolitique, la course à la suprématie. D'abord, on a la rivalité sino-américaine. L'IA est perçue par Washington et Pékin comme la clé de voûte de la puissance militaire et technologique du XXIe siècle. Aucune de ces deux puissances ne veut accepter, ne pourra accepter un traité qui risquerait de freiner son rythme d'innovation si l'autre en profite et continue de progresser. Deuxièmement, la divergence des valeurs et régimes politiques. L'Union européenne priorise le respect des libertés individuelles et des droits de l'homme. Les États-Unis favorisent la liberté de marché et la compétitivité de leurs entreprises. La Chine soumet l'IA au contrôle strict de l'État, à la censure et à la sécurité du régime. Il est quasi impossible de dégager un consensus massif, unifié, à partir des représentations éthiques aussi opposées. L'usage militaire et la course aux armements autonomes. Intégrer l'intelligence artificielle dans les systèmes de défense, tels que les drones autonomes, aide à la décision stratégique, etc., offre un avantage tactique majeur. La volonté de conserver une supériorité militaire bloque les négociations multilatérales sur l'interdiction des armes autonomes.
Le désalignement du Sud global, les pays en développement craignent qu'un traité rédigé par le Nord ne devienne un outil d'impérialisme réglementaire, verrouillant le marché au profit des nations déjà équipées d'infrastructures informatiques majeures. Deuxième obstacle, son d'ordre économique, un marché en pleine croissance. Le coût de la conformité biaise contre la vitesse de l'innovation. Imposer des audits stricts et des étapes de validation juridique ralentit la mise sur le marché des produits. Les États redoutent qu'une réglementation excessive ne provoque une fuite des cerveaux et des capitaux vers des juridictions plus permissives. Le pouvoir de pression des big tech, les géants technologiques, principalement américains et chinois, détiennent une concentration inédite de capital, de chercheurs et d'infrastructures de calcul. Ils usent d'un lobbying intense auprès des gouvernements pour limiter la portée des contraintes juridiques mondiales. Et puis, on a la structure de l'écosystème open source. Contrairement à l'enrichissement à l'uranium ou de l'uranium, le code logiciel et les pouvoirs des modèles d'intelligence artificielle diffusés en open source circulent instantanément à l'échelle mondiale. Réguler un logiciel librement accessible est techniquement complexe, quasi impossible, et économiquement pénalisant pour les développeurs indépendants. Troisième point, les défis de faisabilité technique et juridique. Le dilemme de la définition. Comment définir juridiquement l'IA de façon suffisamment précise pour un traité, sans que le texte ne devienne obsolète face à l'émergence de nouvelles architectures? Les exemples, le système d'IA d'agents, IA quantique, etc. Ça relève bien sûr du casse-tête juridique. L'impossibilité de la vérification. Pour l'armement nucléaire, des inspections d'usines et d'enrichissement sont possibles. Pour l'IA, vérifier qu'un gouvernement ou un laboratoire privé ne développe pas un modèle jugé dangereux nécessiterait une intrusion permanente dans les serveurs et le code source, ce qu'aucun État souverain acceptera. En conséquence, la gouvernance mondiale s'oriente davantage vers un paysage fragmenté combinant des normes sectorielles régionales, comme le Conseil de l'Europe ou l'Union européenne, et des déclarations d'intention non contraignantes, les soft laws. En conclusion, en ce qui concerne les perspectives de l'impact de l'intégration de l'intelligence artificielle sur les droits humains, les défis sont majeurs et inédits, car depuis la révolution industrielle et la révolution numérique, l'humanité n'a jamais été confrontée à une telle rapidité de développement d'une technologie. De plus, cette technologie est dotée d'une capacité d'adaptation et d'une quasi-autonomie de gestion et de développement couplée à une force de calcul et de compilation de métadonnées qui surpasse l'entendement humain. Nous vivons une course sans pareil dans le développement de cette technologie sous l'égide de principes de pensée impérialistes au détriment de l'éthique et de la morale humaniste. Le seul salut pour les droits humains réside dans l'adoption pleine et entière par les défenseurs de ces droits, de ce développement technologique et d'en user pour la défense des droits fondamentaux en essayant tout d'abord de démocratiser l'accès à la compréhension et l'apprentissage de cette technologie. La conclusion, c'est mon avis personnel. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, chercheur. Reviens, la page d'avant. Ce matin, La page d'avant, c'est un truc sympa. donc, Merci, ça marche. merci. Vraiment, Si, ça fait pas ça. Chris, merci. Voilà, les piles. Ah, comme ça. Il y a un micro. Allô? Ah, c'est bon. Donc, merci. Voilà, merci beaucoup, Chapé. Donc, je vous ai dit que c'est un spécialiste de l'IA, donc il a fait du bon travail. Donc, maintenant, je vous laisse avec vos questions. Je pense que le sujet est très intéressant. Ce qu'on a dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a des avantages? Apparemment, non. Donc, voilà. On a parlé de la CAF tout à l'heure. Donc, au fait, ils utilisent les croisements de données par l'IA, comme ils ont accès à tout le système bancaire, ils ont accès pas seulement au niveau international, le système bancaire, hein, parce qu'il y a des conventions qui ont été signées, et notamment avec le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, je pense qu'ils n'ont pas signé, mais ça ne va pas tarder.
Donc, même avec nos pays d'origine, ils ont signé des conventions, leur système bancaire, ils peuvent avoir des données, du moins. Donc, là, donc la reconnaissance faciale, donc, c'est utilisé déjà en Chine, durant le Covid. Le scrolling Qui- social. Voilà. Ça fait voilà. 10 ans que la Chine. Ouais, et surtout pendant le Covid, qui est sorti, qui n'a pas respecté le. Non, avant déjà, il faut utiliser. Il y avait le scrolling social, on n'avait plus accès Ouais, ouais. à des documents administratifs. Exactement. Le score, et pendant le Covid, ils l'ont développé encore plus. Ouais, Ils ont tout à développé fait. le système. Tout à fait. Même en France, ils ont essayé de profiter des Jeux Olympiques pour passer certaines lois du diagnostic, en reconnaissance faciale, justement. Donc, il y a eu la censure, je pense, du Conseil constitutionnel par rapport à certains articles. Mais je pense qu'ils vont revenir encore, parce que là, c'est des directives européennes, donc ils ne peuvent pas réellement. Quand on voit une loi en France, ça veut dire qu'il y a une directive européenne cachée. Donc, ils seront obligés de revenir dessus tôt ou tard. Donc, je vous laisse la parole. Donc, à vous. Moi, je découvre, si tu veux, la petite conférence de Chopray. Je suis d'abord, merci pour le boulot effectué. Alors, le défi de faisabilité technique et juridique. Tout à l'heure, tu as montré des tableaux où il y avait les positions de l'Europe, particulièrement de la Chine et des USA. On a remarqué que la Chine, c'était très administré, très fermé, par rapport si tu veux, au libéralisme d'abord américain, qui n'a pas de limite, et par rapport à l'Europe qui veut normaliser. Moi, la question que je pose là, c'est le défi de faisabilité technique et juridique. Je demande à Chris de remonter. Alors, définir juridiquement l'IA de façon suffisamment précise pour un traité sans que le texte devienne obsolète par rapport à l'émergence d'une nouvelle architecture, IA, etc. Et surtout, quand tu écris vers la fin, la gouvernance mondiale s'oriente davantage vers un paysage fragmenté. Il y a trois blocs, on va dire. Il y a la Chine, il y a l'Europe, qui est la première économie du monde, quand même, pour qu'on pas présenter, et il y a les États-Unis d'Amérique. Donc, ces trois groupes, donc nous, les pays, on ne compte pas, on va subir les événements. On est le sud global. Voilà, oui, c'est ça, le global sud, comme on dit. Et ce que je voulais que tu, enfin pour moi et pour les autres, je pense que ça peut être intéressant, pourquoi ce paysage fragmenté, ça renvoie à quelle priorité, à quels intérêts pour les États-Unis, pour la Chine et pour l'Europe, et des pays comme le nôtre, des pays d'Afrique, des pays qui sont dans des normes économiques plus ou moins modestes par rapport aux géants, quel va être l'impact sur le moyen terme, pas le court terme, parce que pour ça, on est des consommateurs, on est consuméristes de tout ça, parce qu'on n'a pas les moyens véritablement de gérer, Voilà, c'est la question que je voulais poser. Merci beaucoup. Alors, si on prend à peu près un temps de recul, vers 2010, entre 2010 et 2012, les premiers tests. Alors, intelligence artificielle est un terme déjà qui existait depuis les années 40. Première utilisation de ce terme, c'est les années 40. Donc, ça définit tout système qui peut aboutir à des conclusions en suivant un raisonnement sans l'intervention de l'homme. Donc déjà, les ordinateurs étaient considérés comme étant une intelligence artificielle. Le développement de la technologie, à partir des années 2010-2011, c'est grâce à un développement technique au niveau du hardware. C'est qu'on est arrivé à créer des composants électroniques capables de faire des calculs extrêmement énormes. Et c'était ça la révolution nécessaire pour pouvoir rentrer dans une nouvelle dimension de cette intelligence artificielle. Et à ce moment-là, on a commencé à mettre en place les premiers modèles d'intelligence artificielle tels qu'on les connaît aujourd'hui. L'une des toutes premières expériences a été de mettre deux intelligences artificielles connectées l'une à l'autre dans un laboratoire scientifique. Donc on les connecte l'une à l'autre, on leur pose un problème et on voit comment elles interagissent. Les deux IA communiquent entre elles, d'abord dans un langage commun aux êtres humains, puis dans un langage machine, pur, inconnu des scientifiques. Inconnu des humains. Inconnu des scientifiques.
informatique. C'est-à-dire ce n'est ni un C++, ni un Oracle. C'est un langage propre aux machines, inventé par les IA elles-mêmes. C'est dire la capacité de cet outil à s'auto-alimenter et à auto-déterminer sa direction. Que font les scientifiques à ce moment-là? Ils débranchent les machines. La peur. C'est pas sorti. Panique, ils débranchent. C'est comme à la maison, ça ne marche pas, tu tapes dessus. Entre-temps, le développement de cette technologie se fait un peu partout dans les laboratoires. D'abord aux États-Unis, dans la Silicon Valley. On est au courant, on essaie de développer des choses. Et puis en Chine. De 2010 à 2020, on entend parler. La Chine développe des systèmes de reconnaissance faciale, de catégorisation de la population extraordinaires. L'Occident pointe du doigt la Chine en disant ça ne respecte pas les droits humains, c'est pas normal, c'est un État, c'est blablabla. Mais ils développent de leur côté des technologies similaires pour pouvoir faire face. Parce que c'est cette peur de ne pas être dans l'innovation et d'être Déclassé. et de perdre le monopole technologique. Parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce qui fait aujourd'hui l'hégémonie des États-Unis sur l'ordre mondial, c'est ce qui faisait, c'est la technologie militaire, le dollar. C'est des deux piliers de l'hégémonie américaine. Le dollar d'abord. Oui, tu vois, enfin, ça va de pair, j'ai envie de dire. Et le commerce. Et le commerce, c'est le dollar. C'est pas le commerce en lui-même, c'est le dollar. On a imposé le dollar comme étant la monnaie mondiale. On ne peut commercer à l'échelle mondiale qu'avec du dollar. Et on ne peut que passer par des systèmes SWIFT jusqu'à la guerre d'Ukraine. On ne pouvait passer que sur des systèmes SWIFT. Qui est propriétaire du système SWIFT? C'est les États-Unis. Et un commerçant, une banque, une institution, une offre de service qui passe par le SWIFT, eh ben, elle paye le SWIFT pour pouvoir l'utiliser. Elle paye dollar. Elle paye en dollars. Et elle paye le dollar qu'elle utilise. Et donc, en payant le dollar qu'elle utilise, Ça elle génère- renforce la Banque fédérale américaine qui, elle, est basée. Ça génère du fric. Et ça, parce que l'économie américaine est basée sur ça. Sur comment faire que tout le monde soit dépendant du dollar. Et jusqu'à très récemment, ça marchait très bien. Le développement technologique de la Chine au niveau de l'intelligence artificielle a permis de développer militairement la Chine. Les dernières exactions qui se sont produites au Moyen-Orient entre Israël et l'Iran ont démontré que l'hégémonie militaire américaine n'était quasiment plus, puisque le dôme de fer, c'est du pipi de chat, excusez le terme. Et Il a montré ses limites. au-delà, puisque les missiles qui ont été utilisés par l'Iran pour riposter à l'attaque israélienne n'étaient pas des missiles extrêmement développés technologiquement. C'était des missiles de base, mais par contre, ils étaient dotés et soutenus dans leur recherche et leur développement par les Russes et les Américains. Et ça a fait... Les Chinois, pardon. Les Russes et les Chinois. C'est ce qui a fait que, tactiquement, les Iraniens avaient déjà compris que une masse de projectiles sur un laps de temps très court, balancés sur un laps de temps très court, allait mettre le dôme de fer à genoux. Mais comment pouvoir gérer cette masse? C'est là où rentre en jeu la technologie de l'intelligence artificielle. Parce que sans la technologie artificielle, jamais aucun pays n'aurait pu lancer autant de projectiles sur un laps très court, sur autant de cibles différentes, sur une telle distance. Donc ça, c'est la part de la technologie. Et de l'autre côté, bien sûr, chacun essaie de freiner l'autre pour garder le monopole de ce développement. Mais dans cette course à essayer de freiner l'autre, tout le monde fait face à un problème. C'est comment définir l'IA. Définir juridiquement l'IA. Parce que l'IA, scientifiquement, je vous ai dit, ça existe depuis 1940. Comment la codifier peut-être? C'est pas ça? C'est ça, la définition juridique. Donc donner une codification juridique à une technologie et à partir de ce moment-là, pouvoir développer un arsenal juridique qui encadre l'utilisation de cette technologie. Or, aujourd'hui, on ne peut pas être d'accord. Parce que
Là, il dit l'IA elle est générative, l'autre il dit non, c'est un système de calcul, l'autre il dit non, c'est un système autonome de pensée, et chacun il l'a défini comme il veut. Et donc, juridiquement, on se heurte à cette réalité de terrain technologique dont on n'a aucune maîtrise. C'est un commerce électronique. C'est au-delà. Au-delà, toutes les définitions qu'on peut coller à l'IA aujourd'hui ne correspondent pas à l'IA. Il peut, par rapport aux 3 blocs, chacun des intérêts contraignants et Les contradictoires. 3 blocs, alors il faut comprendre qu'il y a 2 blocs principaux, à savoir la Chine et les États-Unis, qui ont la maîtrise et le développement, et qui ont une avance. L'Europe a beaucoup de retard, c'est vrai. L'Europe a du retard, d'où l'IA Act européen. ça. C'est pour se protéger de son retard que l'Europe a décidé de créer un texte de loi juridique contraignant et basé sur des fondements de liberté, de protection de droits et de liberté individuelle. C'est ça. Parce que dans les 2 autres systèmes, Ils s'en fichent de ça. ils s'en fichent, c'est l'innovation, le profit. Et l'autre, c'est le contrôle. C'est La Chine, c'est un système où tout est Le contrôlé, contrôle, centralisé. Très bien dit. Tant qu'on contrôle, on s'en fout de ce qu'on peut développer, puisque c'est nous qui contrôlons. Et aux États-Unis, tant que ça ramène du profit au capital, on s'en fout de tout le reste. Et l'Europe, dans ce micmac, n'avait d'autre choix que de créer un texte juridique qui se base, au final, sur des fondements dits de droit humain. Bon, puisque historiquement, on reconnaît à l'Europe, La paternité de... depuis le siècle des Lumières, la paternité de la défense des droits de l'homme. Mais c'est des textes de façade, parce que toutes leurs données sont hébergées aux États-Unis. Exactement. Ça ne sert à rien. On revient à des problèmes. On revient à un problème technique de base, à savoir que les serveurs de calcul ne se situent pas en Europe, que les États ne disposent pas de capacité de serveurs de calcul au sein indépendant et souverain. À titre d'exemple, ici en France, il y a un débat permanent depuis maintenant 10 ans sur les données en général, c'est-à-dire les données de santé, les données bancaires. Est-ce qu'on doit les sous-traiter chez Microsoft ou est-ce qu'on doit créer des serveurs en interne? Et les exemples de danger en externalisant se multiplient. Le dernier, c'est les données fiscales qui ont été attaquées, 17 millions de... Non, c'est une seule attaque qui a aspiré trois blocs d'informations différents. Hein. Et puis, parallèlement, il y a eu une autre attaque. Il y a eu une autre attaque, et ainsi de suite. Et alors, le pire dans cette attaque, techniquement, c'est quoi? C'est que les gens qui ont lancé l'attaque l'ont lancé en utilisant des intelligences artificielles basées sur des outils que Saïd utilise, à savoir ChatGPT, Claude et compagnie. Mais en leur donnant des prompts de façon à ce qu'ils soient totalement autonomes. Donc, l'IA arrive sur le serveur et indique au serveur, à l'IA du serveur, qu'elle est autorisée à venir faire la fouille. Et l'IA du serveur dit, ok, bah vas-y, fais la fouille. Et il y a 3 IA parallèles qui travaillent ensemble, simultanément, sans l'intervention de l'être humain. Elles ont été codées en amont et lâchées dans la nature, enfin, dans le serveur. Et elles ont aspiré les données. L'aspiration des données a été faite au moment même où les ingénieurs ont détecté la présence de ces IA-là. C'est que les ingénieurs n'ont même pas le temps de se défendre, tellement le calcul est rapide. Autre exemple, en mathématiques, une IA a résolu un problème mathématique il y a 30 ans, toute seule, sans l'intervention d'un être humain. Machine. Une machine. On lui a donné la problématique, elle l'a malaxée. Au bout de 3 jours, elle a résolu le problème mathématique. Pendant 30 ans, les chercheurs n'ont pas réussi à le solutionner. 3e exemple de l'utilisation de l'IA. En Chine, aujourd'hui, on est arrivé au soleil artificiel. Qu'est-ce que le soleil artificiel? On sait tous que le soleil, c'est une réaction nucléaire qui fait que le soleil produise de l'énergie. C'est de la fusion. Donc, c'est des éléments à très très haute température du plasma qui s'entrechoquent du fait de la température pour créer l'énergie solaire et dégager de l'hydrogène et d'autres particules. L'être humain réussit à faire de la fission
nucléaire, c'est-à-dire la bombe nucléaire, la bombe H, ce n'est que de la fission nucléaire. On a une fission à chaud et une fission à froid. C'est les deux technologies que maîtrisait l'être humain jusqu'à aujourd'hui, qui sont très limitées. D'abord, par la capacité de production, elle n'est pas éternelle. Il faut à chaque fois rajouter des éléments pour pouvoir produire. Deux, par la création de produits radioactifs. La Chine, et cette problématique était liée au plasma lui-même qui, atteignant une certaine température, s'il touchait n'importe quelle paroi, devenait instable et donc on ne pouvait plus enchaîner au-delà d'un certain seuil. Les Chinois ont réussi à créer un réacteur à plasma de fusion nucléaire. Le soleil artificiel. On en parle dans le cadre d'un développement énergétique. Personne ne parle de la capacité militaire de ce soleil artificiel. On n'est pas dans cette option-là. On en parle seulement dans le cadre comment ils ont réussi à le faire. Grâce à l'IA. Parce que l'IA a pu condenser et traiter des métadonnées, des calculs à l'échelle de plus de 50 ans d'essais humains. Sur un espace de temps très réduit, quelques mois, pour pouvoir donner les éléments exacts d'une composition matérielle créant un champ magnétique et la puissance de ce champ magnétique afin de contenir le plasma. Donc on a un réacteur, on a une paroi. Cette paroi, par l'effet de l'électricité, va créer un champ magnétique qui va maintenir le plasma suspendu en l'air, et donc la réaction de fusion, puisque le plasma augmente à des températures inimaginables pour l'être humain, on parle de plusieurs millions de degrés, et comme il ne touche rien, il n'y a rien qui bloque la continuité, et on produit de la fusion nucléaire, et donc on produit de l'énergie à l'extrême, à l'infini. Le problème énergétique ne se posera plus. Est-ce que c'est opérationnel? C'est opérationnel en termes scientifiques. En termes de- Oui, ça a été en testé, termes- fait. En termes de laboratoire. En termes de laboratoire, c'est Il n'y fait. a pas d'application industrielle. L'application industrielle va suivre, mais pour le moment, en laboratoire, c'est fait. Ce n'est plus de l'ordre théorique, c'est fait. On sait le faire. Donc maintenant, la capacité à le faire dans Ça, le ça c'est autre chose. Mais puisque l'IA a contribué, l'IA contribuera à développer très rapidement cette technologie à des effets industriels. Et l'avantage de cette technologie, c'est que même s'il y a un incident, le champ magnétique, bonne a touché le câble électrique, il a coupé l'électricité de la centrale, il n'y a plus de champ magnétique, le plasma touche la paroi. Qu'est-ce qui se passe? Il repart chez l'IA. Catastrophe. Il ne se passe rien du tout. La fusion s'arrête. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de rejet de produits radioactifs. C'est la fusion qui s'arrête. Donc, même en termes de sécurité, c'est bien plus sécurisé qu'une centrale nucléaire dite classique. Je t'arrête une seconde là pour décrisper. Tu donnes trop de trucs à tout le monde, mais rien ne se passe, c'est pas possible. Il n'entend rien. Continue, excuse-moi d'abord. Donc, aujourd'hui, on est face à un outil. C'est-à-dire, on pourrait dire que l'être humain est au début de la création. 10 minutes, il me reste, c'est ça. L'être humain est au début de la création et il découvre le feu. À partir de la découverte du feu, c'est un outil, un élément par lequel il va façonner d'autres outils, façonner sa vie, créer de la nourriture, et ainsi de suite. Et jouer avec, et tuer avec. On est dans cette même phase. Qui aurait pu prédire que les premiers humains à avoir utilisé le feu en arriveraient à se tirer dessus avec des bombes nucléaires? Qui pourrait prédire ce que les humains d'aujourd'hui feront de l'intelligence artificielle demain? On peut élaborer une multitude de théories et dire, et on peut être très pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Oui. Il n'empêche qu'il faut lutter. C'est comme dans le cadre des droits humains pour nos pays. On ne peut pas rester là à faire que des bilans et dire c'est la catastrophe et on se dit. On est obligé d'aller saisir des instances internationales, même si on sait que ça n'a aucun effet. Mais le faire juste pour le dire, pour informer, Pour dater. pour dater et pour que
dans 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et pour les croyants, on arrivera au jugement dernier, pour les non-croyants, ce sera l'histoire qui retiendra. Ben, quand on fera face à ce jugement de l'histoire ou le jugement de Dieu, moi j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai décrié, j'ai dénoncé. Parce que c'est le minimum à faire. Autant qu'être humain, le minimum que l'on puisse faire, c'est de dénoncer, de décrire. Et aujourd'hui, le minimum que l'on peut faire face à l'utilisation des technologies IA au quotidien et à leur intégration dans nos vies du quotidien, c'est de dénoncer toutes les dérives qui peuvent arriver par leur utilisation et d'appeler à un encadrement en permanence, quitte à devenir et à former au sein même des défenseurs des droits humains des gens experts en IA, parce qu'on ne peut pas combattre le feu sans avoir le feu et sans connaître les défauts du feu. Si on ne savait pas que le feu peut être éteint par l'eau, alors on jetterait de l'essence dessus. Ou encore mieux, vous avez une bouteille de gaz qui s'allume, vous allez jeter de l'eau dessus, ça ne sert strictement à rien. Il faut étouffer le feu. Ça vient d'où? Ça vient d'une maîtrise et d'une expertise partagée qui fait que de plus en plus d'êtres humains sont sauvés lorsqu'il y a des incidents d'incendie. Il faut partir du même principe. On ne peut pas rester recroquevillé sur nous-mêmes. L'IA sera utilisée, quelle que soit notre volonté. Elle va nous être, elle sera imposée. Elle nous est déjà imposée, elle sera imposée aux générations futures. Le seul moyen, c'est de former aujourd'hui les jeunes, les moins jeunes, et notamment les jeunes, à une maîtrise de cette technologie. Pour pouvoir, bien sûr, la maîtrise de la technologie, tout en leur inculquant les principes fondamentaux de défense des droits humains. Pour espérer avoir, demain, une élite, entre guillemets, une élite au sens de quelques individus, qui seront là à défendre encore la primauté de l'humain sur la machine et sur la richesse et sur le capital. Merci, je pense qu'on a d'autres questions. Non, c'est bien. Oui. Merci beaucoup, Chanty. C'était vraiment très, très, très intéressant comme exposé et comme intervention. Je voudrais savoir, est-ce que le chat, c'est une intelligence? Le chat, oui. Le chat ou le chat? Le chat. C'est de l'anglais. Chat. Ça vient de chatter sur Internet. C'est L'échange. français, normalement c'est français. Non? Ah, non, c'est anglais. C'est Camille. Aussi, oui. Chatter. Alors, je ne sais pas si vous... Je parle d'une intelligence qui ressemble à ChatGPT et Oui. française. Ah oui, il y en a. C'est Mistral. Oui, c'est ça. Ça s'appelle le chat. Ouais, ça s'appelle le chat, c'est ça. Oui, mais... C'est pas le chat, ça s'appelle oui. le chat. Oui, ça. Oui, il y en a, Ouais. mais pas très développé comme Les Européens, C'est comme Ah oui. ils sont pas très oui. Et donc, est-ce que c'est indépendant de l'intelligence artificielle comme ChatGPT aux États-Unis ou c'est un produit typiquement français? Alors, normalement, le but pour les entreprises françaises, c'est de créer des intelligences artificielles qui tournent exclusivement sur des modèles algorithmiques créés en laboratoire en France, sans utiliser des modèles type cloud, ChatGPT ou rien. Mais en fait, rien n'empêche, c'est même scientifique, d'utiliser des outils déjà existants pour créer leurs propres outils. C'est l'une des forces et des faiblesses de ce système-là, ce qu'on appelle l'open source. Comme c'est open source, ça veut dire que tout le monde peut accéder au code principal et tout le monde peut le modifier pour ses besoins personnels. Et s'il y a une base de... C'est-à-dire là, on arrive, on veut s'installer quelque part. S'il y a une rivière, on va s'installer à côté de la rivière pour puiser son eau. Pourquoi s'installer sur le plateau en hauteur et creuser en profondeur pour toucher l'eau de la rivière? Autant rester à côté de la rivière. Et c'est ça l'open source. Et c'est ce qui fait la difficulté de pouvoir réguler ou gérer. C'est l'open source, c'est une donnée accessible à l'instant T à l'échelle mondiale. N'importe qui, à n'importe
n'importe quel coin du monde, à n'importe quel moment, il suffit qu'il ait un accès Internet pour pouvoir accéder à la source, à l'open source, à une intelligence artificielle. Ça veut dire qu'au même moment, il peut y avoir 100 millions de développeurs qui, au même moment, utilisent la même open source pour la développer dans n'importe quel sens, dans 1 million de sens différents. Et l'intelligence artificielle va prendre toutes ces interventions pour créer encore un nouveau comportement propre à elle. Voilà pourquoi l'intelligence artificielle est si effrayante et si magnifique à la fois. Oui. C'est cette capacité d'autonomie qu'elle a. En fonction des cas. Oui, on a en fait. Oui. Oui, et après on pourra pas continuer. tout à l'heure, on sait pas les manœuvres papa. On a 30 minutes. Je pars. Donc, on va faire une question-réponse et puis on clôture. Très bien. Bon, alors, Une question. Alors. Pas une question, juste par expérience, je l'ai utilisé beaucoup, le ChatGPT, dans un travail. Bon, c'est pas un travail, vraiment, c'est pas ce que je fais, c'est à l'accompagnement des demandeurs d'emploi à France Travail. C'est terminé, mais c'était efficace en termes de, par exemple, pour faire un CV performant. Pour faire un CV, il faut 3 jours pour penser, pour réfléchir, ses compétences, savoir-faire, savoir-être, savoir, etc. Les tâches, ça, il le fait En 30 secondes. En 30 secondes. Et tu valides avec la personne. Est-ce que tu as ces compétences? Oui, je valide. Ça, non. Oui, ça, non. Après, tu auras. C'est pas du bidon, c'est pas du mensonge. Mais c'est très bien aussi pour préparer les supports de présentation devant les cadres. Et il y a des pièges. Et ça, je le confirme. Tu lui demandes, par exemple, tu prépares un diapo pour la présentation et je demande de générer une image parce que je voulais aussi montrer la diversité. Une image d'une femme chinoise, une femme maghrébine. Quand je dis maghrébine, il me propose rapidement, sans GPT, une femme voilée. Parce que c'est les biais. C'est les biais statistiques. Exactement. Et parfois, quand tu dialogues avec lui, tu parles même de la politique en France, il te dirige vers l'extrême droite. Parce que c'est ce qu'il trouve sur la base de données à laquelle il a accès. Après, tout dépend. Ça dépend de la différence d'intervention des différents animateurs. Ça dépend aussi des outils. Fadiha, je comprends tout à fait. Mais comme on a encore une question, c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, justement, l'utilisation qu'on fait, nous, en général, des outils IA, c'est une utilisation bureautique. Donc, c'est de l'aide à la création de documents, CV et compagnie. Maintenant, par exemple, pour les CV, il faut savoir qu'il y a des IA, destinées à la création de CV en fonction de l'IA qui traite le CV chez l'employeur. Parce que pour trier les CV, ils utilisent des IA, c'est plus l'être humain qui trie les CV. Donc, il y a un encodage spécifique en fonction de l'IA qui est utilisée. Si on utilise le bon encodage, automatiquement le CV il passe la première phase pour aller vers un humain. Si on ne l'utilise pas, il ne passe pas. D'où la question de l'égalité quand on utilise face à un recrutement. Tout le monde n'est pas égal face au recrutement. Celui qui ne sait pas qu'il y a tel type d'IA à utiliser pour tel type de postulat, il ne pourra jamais postuler un poste d'emploi. Oui, bonjour monsieur. L'IA, est-ce que c'est une question? L'IA, est-ce que c'est un commerce? Si c'est un commerce, ou bien au-delà du commerce, comment protéger le secret militaire? La grande question. Comment protéger le secret militaire? Le secret. On va parler des secrets, c'est-à-dire des données sensibles. L'une des questions profondes aujourd'hui auxquelles font face les informaticiens, c'est cette question-là. Comment protéger les données sensibles? Avec des outils IA aussi performants qui arrivent, imaginez par exemple qu'un outil IA, c'est 1000 hackers
qui travaillent simultanément à la seconde près. Une attaque d'un outil IA, ça peut être 1000 hackers à la seconde près, qui travaillent ensemble à la seconde près. Chaque hacker va prendre une partie de la ligne de code à la seconde et ainsi de suite. C'est une IA qui fait ça toute seule. Et l'IA, elle va faire au-delà, encore plus de 1000. C'est juste inconcevable. Donc aujourd'hui, comment on fait pour protéger? On réfléchit à créer des IA pour contrer d'autres IA. On réfléchit à créer des IA qui peuvent détecter le fonctionnement d'une IA lors d'une attaque. C'est de l'anticipation. On essaye de faire de l'anticipation, mais le problème c'est qu'en créant ce type d'IA, C'est à l'infini. on crée des systèmes d'IA qui peuvent automatiquement communiquer avec d'autres IA pour faire l'attaque. Mais C'est le militaire, c'est arrivé, la c'est précis dernière en fait. Pourquoi le militaire? J'ai dit le militaire et j'ai pas dit le militaire, autre chose. Alors le Le militaire, c'est. le militaire, la seule chose qui protège les militaires à ce jour, et encore, c'est de le faire en système fermé. Les réseaux militaires ne travaillent qu'en système fermé. Ils ne sont pas connectés à Internet. Ils ne sont pas connectés à une base de données mondiale. Ils ont des systèmes internes propres à eux. Même les serveurs, c'est-à-dire même un militaire, aujourd'hui, aux États-Unis, qui va avoir besoin de serveurs, qui est aux États-Unis, qui va contacter Microsoft, qui est une société américaine. Les serveurs mis à disposition de l'entité militaire seront des serveurs déconnectés totalement de tout le reste du réseau des Pas de serveurs. risque. Il n'y a aucun risque. C'est le seul moyen, c'est pas aucun risque, mais c'est parce que il peut être hacké physiquement, c'est-à-dire qu'on peut y accéder à partir du moment où il y a une personne qui va introduire un hack dedans pour pouvoir donner une ouverture vers l'extérieur. C'est faisable, mais c'est plus difficile qu'en étant sur un réseau ouvert. C'est la seule façon de protéger, par laquelle les militaires arrivent à se protéger aujourd'hui. Par exemple, juste un exemple, là dernièrement, une donnée qui a été hackée, c'est une aberration. C'est une aberration, la CPAM. Par exemple, la CPAM a un vieil outil qui s'appelle Cowboy. Ils ne veulent absolument pas changer leurs outils. Ils veulent que ce soit gardé au niveau européen et ce n'est pas possible d'y accéder. Mais les finances publiques, ça veut dire qu'ils ont quand même tenté des choses. Ils ont connecté des métadonnées pour pouvoir trouver une fenêtre et s'introduire à n'importe quel système. Il faut qu'il y ait des connexions. L'État français a décidé, face à toute cette évolution, d'utiliser des outils qu'il n'aurait pas dû utiliser. C'est pour ça qu'ils sont coupables en quelque sorte. Quand on décide de donner des métadonnées à un ordinateur quantique, on est censé tout sécuriser sur le plan éthique, sur le plan fluide. Les Chinois peuvent faire ce genre de choses parce que tout est cloisonné. Peut-être que c'est leur façon de faire qui est la plus intéressante. Parce que faire des lois juste pour faire des lois... Le problème qui va se poser, c'est que Absolument qu'ils soient cloisonnés. le problème qui est posé, c'est que vous avez au sein, par exemple en France, vous avez les politiques, vous avez les techniciens. Les techniciens, eux, veulent absolument opter pour des systèmes fermés, propres à la France, des serveurs basés en France. Les politiques, non. Les politiques sont là, oui, non, il faut que ce soit européen, il faut qu'on ouvre, il faut qu'on ait la participation, non, c'est anti-libéral, c'est... Qu'est-ce qui anime cette pensée? Le profit. Du coup, ça résume en concurrence commerciale. Même pas. C'est de la corruption. Moi, en tant que politique, si je signe un contrat pour que les données de l'État, les données des finances publiques, soient mises sur un serveur Microsoft, je prends pas ma commission. Aujourd'hui, ce type d'acte qu'on pensait être existant que dans nos pays respectifs, cette corruption à l'échelle du gouvernement, aujourd'hui, les preuves que ça se pratique au niveau des gouvernements européens sont de plus en plus flagrantes. Pendant des années, on nous vendait des gouvernements au-dessus de toute corruption, mais finalement, ce n'est pas le cas. C'est juste qu'ils le faisaient d'une manière un peu plus gentlemanisée, entre guillemets, sophistiquée. Mais aujourd'hui, ça se voit. Macron a vendu la filiale technologie militaire d'Areva qui fournissait les logiciels de gestion des obus nucléaires des sous-marins français qui sont les sous-marins nucléaires les plus puissants dans le monde. Il a vendu à un fonds d'investissement américain. Qui?
On prend n'importe quel gamin de 14 ans, lui expose la chose, il te dit non, c'est pas possible, c'est mal intellectuel. Non, je peux pas le vendre. Je vends tout, mais sauf ça. Ça, c'est moi, c'est ma défense. Je peux pas. Tous les brevets d'instant. Ça, ils l'ont récupéré. Ils l'ont récupéré, mais ça y est, les données ont été Les brevets, ça y est. Les brevets, on est parti. Tu récupères, déjà, tu perds de l'argent. Tu l'as vendu, tu le rachètes encore plus cher. Mais les brevets ont été rentrés. Non, là, ils l'ont repris, il est passé pour Arabelle Solutions. Du coup, Ça change rien. Oui, ça change rien, c'est ça. Le problème, c'est que à partir du moment où la donnée de base, c'est quoi? Ça, c'est pour conclure. La donnée de base, c'est toi. Toi, c'est toi la donnée de base. À partir du moment où toi, tu n'appartiens plus à toi, qu'on te rachète, qu'on te remet, que ça soit mis sous le nom de Jessica, Mohamed, ça y est, ce n'est plus toi. Tu as été vendu. C'est ça le problème de la technologie. Une fois qu'on donne une technologie, un brevet technologique, une fois qu'il est donné à quelqu'un, on l'a perdu pour toujours. On peut le récupérer, le racheter. Ça y est, il est perdu. Et c'est ça le danger pour la souveraineté. Dans le cadre de l'exemple que je viens de citer. D'autres dangers existent, mais le plus important à retenir, c'est que aujourd'hui, à notre échelle, nous, individus, ce qu'on peut faire, c'est d'abord et avant tout essayer de démocratiser l'accès à ces outils auprès de nos enfants, auprès de nos étudiants, auprès de nos collègues, de manière à ce qu'ils comprennent l'étendue de la force de cet outil, tout en leur expliquant le risque et que l'humain doit rester au centre. L'intérêt de l'humain doit rester au centre. Parfait. C'est tout ce qu'on peut faire à notre niveau individuel. Voilà pour moi. Merci beaucoup, merci à vous. On va manger. Ouais.